Alors justement, on va parler de mise en œuvre maintenant de cette séquence, des liens entre les opérateurs, les maîtres d'ouvrage, les gestionnaires. Donc je vais appeler avec moi, à mes côtés, Raphaël Catonnet, qui est le directeur général de la SEM d'aménagement de Toulouse Métropole. Attention, aussi appelé OPIDEA, que vous devez connaître. Agnès Horn, qui est chef de projet écologue au cabinet Barbanson Environnement. Doucement avec les marches. Et je vais appeler en duo Mélodie Lim, qui est chargée d'études au Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie, et Fabien Lépine, qui a posé la dernière question, qui est le directeur délégué à l'action territoriale et responsable du département de l'Hérault. Je vous laisse vous installer, prendre vos aises, puisque vous allez rester là un petit moment avec moi. Donc on va commencer par Monsieur Catonnet. Donc, avec qui j'ai eu un échange extrêmement intéressant. On a vraiment du plaisir de vous avoir, puisqu'effectivement, vous avez un travail extrêmement dense d'aménagement et un vrai recul maintenant aussi sur cette séquence ERC à partager avec nous et les problématiques. Du coup, au sein de vos activités, comment vous appréhendez cette séquence depuis que vous l'opérez Bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement très content d'être là puisque la séquence ERC, c'est quelque chose d'important dans la conception et la mise au point et le suivi de nos projets. Je vais peut-être dire un mot pour situer d'où je parle en fait et ce qu'on fait dans notre société d'aménagement à Toulouse. Donc, on conduit des opérations, on contribue à la production de 20% de la production immobilière de Toulouse. Toulouse, c'est une métropole qui est sous une pression très importante, une pression démographique importante. Pour vous donner quelques chiffres, le PADD qui vient d'être adopté pour le futur PLUIH table sur la construction de 7200 logements pour les 37 communes de la métropole, c'est 800 000 habitants. Et correspond donc à l'arrivée de un peu plus de 9000 habitants par an et une création nette de 5000 emplois par an qui est observée de façon constante sur les 10 dernières années avec l'épisode Covid en moins. Donc notre travail, c'est de mettre au point les projets et de les développer dans des contextes différents. Évidemment, il y a d'importantes opérations d'extension urbaine, des opérations de transformation de la ville sur la ville, donc ou des friches qui sont réaménagées, transformées, donc des contextes différents. Le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est le contexte de la loi climat résilience, avec le zéro artificialisation nette qui, je crois, est un vrai électrochoc pour l'ensemble des décideurs. Il y a beaucoup de discussions sur les modalités de mise en œuvre et en même temps, je crois que ça amène à se poser les bonnes questions. Déjà, la base, l'économie de l'extension urbaine, donc réfléchir à ça, qu'est-ce qui est vraiment utile et nécessaire. Je passe sur les définitions chaotiques des espaces naturels, agricoles et forestiers, la façon de mesurer, qui parfois fait porter le débat sur l'arithmétique, alors qu'il faut peut-être consacrer du temps sur le fond et quel est le but, quel est le sens et quel est le projet global de territoire. Donc on y arrive. Donc venons maintenant à notre action d'aménageur. On a parfois un peu un rôle compliqué puisqu'on intervient en aval des documents de planification. Donc la commande qui nous est passée, c'est finalement de réaliser un projet. J'ai bien aimé ce qu'a dit M. Grégory tout à l'heure, puisque c'est notre mission, c'est réaliser le projet évidemment le mieux possible, mais le plus vite possible. Donc sur la question de la définition de la conduite de la séquence ERC, moi j'ai vu beaucoup d'évolutions dans les dernières années et ça se traduit aussi par une évolution des générations, des collaborateurs qui sont présents chez nous. Les collaborateurs, c'est un peu à l'image du débat qu'on entend ici, ils sont aussi citoyens. Et la séparation. Ils sont aussi préoccupés. Ils sont aussi préoccupés de faire les meilleurs projets possibles. Donc cette séquence, elle est bien plus prise en compte qu'auparavant. Moi, j'ai connu la période où c'était vécu comme une contrainte et
si j'ose résumer un petit peu, une case à cocher, en fait. Faut le dire, ça a été pratiqué un peu comme ça dans certains dossiers. Aujourd'hui, c'est une composante dans la définition du dossier, c'est-à-dire qu'on embarque beaucoup plus de compétences dès l'origine, dès les études. Au moment où on nous confie le projet, il y a un programme qui est déjà défini, donc des objectifs qui sont donnés. Donc notre question, c'est est-ce qu'on réussit à traduire les objectifs et fabriquer un projet qui justement va réduire le plus possible les impacts. Mais l'intervention d'un aménageur, c'est par définition donner une nouvelle destination à un espace. Donc par définition, comment je combine avec je ferai le parallèle avec un seul brin d'herbe pour donner la référence d'un livre que tout le monde doit connaître ici. Oui, on a forcément un impact dans notre activité. Donc comment on le réduit? On embarque de plus en plus d'ingénierie en fait dans nos études amont. Ça nous amène souvent à avoir un processus de rétroaction avec les décideurs qui ne comprennent pas les difficultés de mise en œuvre. Je vais vous donner un exemple très concret aujourd'hui. Nous sommes missionnés par une communauté de communes qui veut développer une zone d'activité. C'était prévu dans son document d'urbanisme. Et donc on a fabriqué les dossiers, on a réalisé les études. Donc c'est un projet important à l'échelle de la communauté de communes puisque ça correspond à sa volonté de pouvoir mettre à disposition de ces entreprises de la surface économique. Elle n'a plus aujourd'hui de surface suffisante pour accueillir les entreprises. Dans son modèle économique, les élus tablent beaucoup sur les recettes fiscales. Et on a eu beaucoup de difficultés dans la mise au point du projet. On a évidemment trouvé des espèces protégées. Enfin non, on a trouvé de l'habitat favorable. Donc il s'agissait de le protéger, d'éviter ou de le protéger. Là, la solution, ça a été la compensation sur une partie. Beaucoup de difficultés pour trouver des contreparties de compensation, des relations difficiles avec la SAFER. On est fini par y arriver. Et puis parallèlement, l'instruction du dossier, on est passé plusieurs fois auprès des services et on a dû redévelopper un dossier loi sur l'eau. Et ce qu'on a observé, c'est une évolution des demandes pendant le dossier. Donc on a dû reprendre des études, remissionner, élargir la mission des cabinets. Enfin, je ne m'étends pas plus, mais je veux illustrer par là qu'on a multiplié par 3 le délai initial. Les élus ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est une opération, c'est un budget, c'est une opération dans laquelle la communauté de communes met une subvention de 3 400 000. Pour eux, c'est énorme. On a été obligé de rééchelonner parce qu'ils anticipaient déjà le fait qu'ils pouvaient avoir des recettes fiscales. Ils ont ralenti des investissements dans d'autres communes parce qu'ils tablaient dans leur stratégie financière sur les recettes d'opération. Enfin, il y a des effets un peu cumulatifs qui sont importants. Donc, moi, je polémique pas du tout là-dessus, mais on a des décideurs et des élus qui ont été complètement désarçonnés là-dessus. Ça a beaucoup d'impact, bon, pour nous aussi sur notre modèle économique, mais voilà, je voulais témoigner de ça et surtout d'évolution de position qu'on a senti dans l'instruction du dossier. Donc on a besoin de stabilité dans l'instruction des dossiers. Quand il y a un changement d'instructeur, parfois il y a des changements de position, on peut le comprendre, mais il faut peut-être qu'il y ait plus de dialogue et qu'il y ait des phases d'échanges constructifs dans lesquels on puisse associer aussi les bureaux d'études, puisque tout ce travail convoque une ingénierie de plus en plus pointue. Donc il faut pouvoir se parler et trouver les bonnes solutions, je crois, ensemble. Donc moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pour ça que je suis très content de rejoindre le CRERCO pour avancer sur ça. Oui, on voit bien qu'on peut pas, de toute façon, vous ne pouvez pas avancer, cloisonner les uns des autres, ce que vous me disiez quand on en a discuté, notamment sur le lien des décideurs, des élus, le lien aux outils de gestion, de planification. Comment vous voyez? Alors, sur la question de la planification,
Nous, on arrive à un moment où finalement, on nous a déjà dit, c'est là, c'est telle programmation, donc débrouillez-vous. C'est grosso modo, je schématise un peu. Alors évidemment qu'on rebat les cartes, c'est-à-dire on réinterroge, on fait toutes les études de diagnostic, et quand on fait les études Faune-Flore, évidemment, on trouve beaucoup de choses. Donc du coup, on réinterroge le projet. On est amené à devoir dire, finalement, vous savez, la commande que vous nous avez passée, on va devoir évoluer, on va préserver. Sur un projet, on a trouvé beaucoup plus de zones humides et de zones d'intérêt que ce qui avait été imaginé avant qu'on nous passe la commande. Et on rebat les cartes du projet. Mais en même temps, on nous dit maintenez les équilibres financiers. Donc, on va devoir construire plus en hauteur. Mais là, les citoyens nous disent non, c'est trop, là, c'est pas possible. Donc voilà. Donc, c'est cette articulation. Tout à l'heure, monsieur disait. Il y a un urbaniste qui disait, vous reprenez un peu la même formule, c'est un grand prix de l'urbanisme, quand on parle d'un projet urbain, il faut s'accorder sur deux échelles, l'échelle du temps et l'échelle de l'espace. Quand on discute, on s'aperçoit notamment dans les phases de concertation ou d'explication qu'on ne se situe pas toujours au même moment. On nous fait des demandes sur le court terme sur une échelle réduite, et puis en fait, les personnes réinterrogent le projet sur son opportunité. Pourquoi ici ? Pourquoi la métropole de Toulouse doit continuer à accueillir des habitants ? C'est une bonne question, mais c'est pas moi qui réponds à cette question. Et une fois qu'on a passé ce premier élément, c'est oui, mais ok, si on accueille des habitants, combien ? Et ensuite, c'est où ? Et quand c'est où, c'est oui, mais pourquoi autant ici ? Toutes ces questions-là, moi, elles ne me regardent pas en tant qu'aménageur. Ma question, c'est le comment, en fait. On me passe la commande au niveau du comment. Donc, je pense qu'on doit organiser à un échelon supérieur vraiment la mesure des impacts. Moi, j'ai quand même l'impression que les services écosystémiques, ils s'apprécient à une échelle très large. Évidemment que sur chacun des projets, on doit travailler le plus soigneusement possible. C'est un peu comme en matière de carbone. Toute tonne de carbone consommée, une tonne de trop. Donc, toute atteinte à la diversité est une atteinte de trop, c'est évident. Enfin, personne ne peut dire le contraire. Quand on voit les chiffres, l'effondrement impressionnant, c'est extrêmement préoccupant. Et ça, je crois que ça devient aujourd'hui une évidence. Les épisodes caniculaires, les événements climatiques de plus en plus accentués interpellent la population. Mais est-ce que pour autant, tout doit se figer ? Non, on voit bien, on est dans une dynamique d'évolution de la planète, une dynamique d'évolution démographique. On doit essayer de combiner tout ça. Donc, quel est le lieu aujourd'hui où on partage ces enjeux stratégiques ? Okay. Quel est le lieu où on fait projet dans un climat apaisé ? Parce qu'on voit bien que derrière chacun, il y a aujourd'hui des angoisses, une situation de citoyens, des engagements parfois radicaux. Donc, on est confronté à ça très régulièrement dans toutes les phases de concertation et d'évolution des projets. Et donc, il nous manque des lieux un peu apaisés où on peut mettre en perspective tout ça. Mais au fond, on vit une transition qui est tellement, finalement, importante, beaucoup plus rapide que ce que tout le monde imagine, que l'interrogation sur le modèle, sur la façon de le mettre en œuvre, je crois qu'on n'est pas tous suffisamment équipés pour, de là où on parle, de là où on agit, mettre en œuvre tout ça. Oui, donc des lieux comme celui-ci sont très importants, et je pense que donc essayer de monter au niveau de la planification, ça me paraît très important. Ça n'exonère surtout pas la responsabilité des aménageurs qui, dans chacun des projets, devront évidemment poursuivre. Donc, mais en plus, je pense qu'on donnerait une meilleure lisibilité aux enjeux et du coup une meilleure hiérarchie et un meilleur équilibre et arbitrage, puisque chaque projet, et même je crois que dans chaque stratégie d'évitement, de réduction ou de compensation, il y a forcément des arbitrages. Qui est légitime aujourd'hui pour qualifier les arbitrages ? Où ça se passe ?
et comment on partage cette hiérarchie. Et la science est encore très, finalement, hésitante sur un certain nombre d'aspects. On voit qu'il y a des univers qui ne se parlent pas du tout. L'univers des urbanistes, des paysagistes, des écologues a du mal à travailler. Il y a des initiatives importantes qui ont été prises par Philippe Clergeau. Nous, on s'est associés avec... dans le programme BAUME de recherche sur forme urbaine, biodiversité, parce que notre souci, c'est dès lors qu'on fait projet, c'est aussi comment finalement notre projet il peut embarquer la biodiversité lui-même et comment, évidemment, on ne refabrique pas du jour au lendemain un écosystème et les services seront toujours bien inférieurs au milieu naturel. Mais sur certains projets où on est passé de terre agricole à un écoquartier, moi j'ai la prétention de dire qu'on va être capable de mesurer une évolution de la biodiversité parce qu'on a recréé une zone humide ici, parce que la lisière de la forêt, on l'a travaillé un peu autrement. Donc là, on est en train de faire des diagnostics pour voir exactement où on en est et comment on a progressé sur ces questions. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que tout ça coûte très cher. C'est un constat, c'est pas un jugement de valeur. Il faut embarquer beaucoup de compétences, beaucoup d'expertise. Il faut former les agents. Donc chez nous, on a mis un plan de formation assez important. D'abord, la base sur la loi. Rappeler ce que c'est, la séquence. On a fait plusieurs jours de formation pour tous les chefs de projet. Là, on a suivi les webinaires qui ont été développés par Philippe Clergeau. Là, on va faire une journée spéciale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Pour que moi, ce que je veux, c'est que mes chefs de projet, ils comprennent que c'est pas une contrainte et que notre sujet, nous, c'est l'homme vivant parmi les vivants. Et on fabrique un cadre de vie qui est l'accueil de l'homme sur la planète, en vivant parmi les vivants. Et au-delà de la formule, je crois que ça doit se décliner partout dans notre action. Moi, je pense qu'on a de plus en plus besoin d'aménagement. Pourquoi ? Parce que l'intervention de la ville sur la ville, si on veut que ça se passe bien et que on utilise de façon la plus rationnelle et la plus économe les sols, le sol devient un bien commun très rare en fait. Le ZAN donne cette conscience. Il faut donc bien utiliser le sol. Bien l'utiliser, c'est être capable de équilibrer la constructibilité et la renaturation, la part de pleine terre, la préservation des arbres, des sujets qui sont présents. Et donc, c'est bien une vision un peu plus large que à la seule parcelle qu'on peut opérer. Donc, on a besoin de piloter cette transformation. Et une question à laquelle on va être confronté ensemble, c'est de dire, mais la ville, c'est aussi un lieu de biodiversité, certes ordinaire, mais il a un potentiel, il est important, y compris dans l'éducation, d'ailleurs, des citoyens le rapport à la nature, enfin, il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé là-dessus. J'ai eu l'occasion de m'y pencher dans un groupe de travail que j'animais pour le club Ville Aménagement. Le rapport à la nature, il passe aussi par l'expérience de nature que les citoyens, les enfants connaissent au quotidien en allant à l'école, en jouant sur leur temps libre dans un terrain un peu ensauvagé ou dans différentes natures d'aménagement. Donc comment on organise la production de tout ça demain dans une ville qui se transforme sur elle-même ? La transformation immobilière de la ville sur elle-même, c'est d'abord le lieu de la spéculation. Parce qu'un terrain entre en transformation que si finalement des agents y ont intérêt. C'est-à-dire que globalement, c'est plus intéressant de le transformer, de le réhabiliter que de ne rien faire. Donc voilà, comment on combine ça avec ces objectifs d'intensification de la ville qui vont quand même mettre une pression importante sur le tissu déjà constitué. Donc là aussi, je pense que ça convoque de l'ingénierie à la fois juridique dans les documents d'urbanisme, sur comment les urbanistes, les paysagistes, les écologues se parlent. Bref, comment on fabrique un nouveau génie écologique de la ville.
On va vous faire intervenir à l'université. Merci, Monsieur Catonnet. Je vais laisser la parole à Agnès Horn. Si vous pouvez nous présenter, voilà, je crois que ça fait un peu plus de 10 ans que vous êtes... Une présentation très rapide, oui, je suis au cabinet Barbanson Environnement, chef de projet depuis un peu plus de 10 ans, et nous, on est un bureau d'études écologues qui existe depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc, avec l'habitude de traiter effectivement le sujet des ERC. Voilà. Et dans votre rôle sur ces dossiers réglementaires, comment vous voyez aujourd'hui, pareil, une évolution, votre lien justement auprès des aménageurs L'évolution quand même, donc, même si c'est sûr qu'il y a toujours des limites sur la séquence ERC, malgré tout, depuis 10 ans, 15 ans, en tout cas, il y a une prise en compte et on va dire c'est devenu quand même quelque chose d'habituel et de classique. Vous disiez tout à l'heure justement que c'était devenu une composante. Bon, je pense qu'il y en a qui vont encore dire que c'est une contrainte, malgré tout. Mais en tout cas, nous, dans les travaux sur les études réglementaires, c'est vraiment quelque chose d'habituel. Et vraiment, on voit l'évolution, nous, au sein du bureau d'études, mais je pense que pour les autres bureaux d'études, c'est pareil, depuis environ 10 ans, 15 ans. Avant, c'était en tout cas plus léger. C'était peut-être pas aussi poussé. Pris en compte à l'intérieur. Et maintenant, donc, le côté... Mais ça a ses limites aussi, et ça rejoint donc les constats qui ont été faits là en début, c'est que ça garde des limites avec le côté, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais effectivement, l'évitement, oui, non, ou pas assez, ou que faire s'il n'y a pas d'évitement possible parce que le projet n'est pas viable pour l'aménageur, les mesures de réduction qui ont toujours quelques limites, et ensuite la compensation et le côté parfois automatique de la compensation écologique, alors que justement le travail en amont sur l'évitement ou la réduction n'a peut-être pas été suffisant. Et ensuite la compensation avec déjà ce qui a été discuté sur la difficulté d'en trouver, la difficulté de mise en œuvre, la difficulté de vérifier qu'elle est bien réelle, bien faite, et sa pérennité sur 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tout cela, malgré tout, reste avec certaines limites. Voilà. Et du coup, aussi pour rebondir sur ce que disait M. Catonnet, sur ce groupe projet, en fait, sur le lien que vous pouvez avoir, notamment aussi avec les services instructeurs et d'évaluation, comment aujourd'hui ça s'organise pour vous? Ça vous semble, on va dire, justement tendre vers une équipe projet un peu plus unie, où chacun se retrouve encore un peu trop seul, je dirais, dans ses enjeux et ses contraintes? Non, je trouve que vraiment maintenant, le côté séquence ERC vraiment se met en place. En plus, voilà, je pense que nous déjà dans le bureau d'études, mais c'est la même chose pour les autres bureaux d'études, il y a quand même un retour d'expérience maintenant qui fait qu'on sait quelles sont les mesures qui fonctionnent, qui fonctionnent moins bien. Donc il y a quand même des choses, on sait que ça peut marcher. Je pense qu'il y a aussi pas mal de retours d'expérience maintenant avec les gestionnaires de la compensation, notamment le SEN, qui savent aussi, eux, ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Donc il y a quand même tout un travail. Maintenant, on sait qu'on va faire des choses qui sont plutôt, j'ai envie de dire, positives malgré tout. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent. Et on sait qu'on peut aussi les faire accepter justement aux différents porteurs de projets en leur disant voilà, les mesures ERC, il faut faire ça. Maintenant, donc je reviens quand même dessus, parce que ça a été dit, le côté évitement n'est peut-être pas assez systématique. Or, c'est vraiment regardé par les services de l'État. Vraiment, les services instructeurs, vraiment, ça a déjà été dit, c'est quand même l'évitement doit être la première chose pour essayer d'éviter au maximum d'impacter, finalement. Et après, tout ce qui s'est construit avec le CRERCO et avant, avec les groupes de travail qu'il y avait dans la région Languedoc-Roussillon aussi, ont permis aussi de faire quand même avancer les choses, les attentes des services de l'État sur les études réglementaires, etc., pour faire avancer les mesures ERC. Ça, c'est quand même quelque chose qui a quand même permis de faire évoluer les choses depuis environ 10 ans, parce que les premiers groupes de travail, ils datent de 2012 ou 2013, je ne sais plus. Donc, malgré tout, il y a une certaine dynamique qui a été positive. Peut-être qu'on atteint un petit plateau, là, effectivement. En termes de mutualisation, justement, entre les bureaux d'études, vous arrivez on va dire, à œuvrer et à partager davantage. Est-ce que ça peut être un des leviers de la CRERCO, d'ailleurs? Pas tant que ça, puisque je pense que chacun travaille sur ses projets, et donc sur les projets de compensation.
Ça commence à arriver malgré tout quand certaines compensations sont mutualisées dans un même secteur. Et donc on travaille, on collabore dans ces cas-là avec d'autres bureaux d'études. Ou sinon on collabore avec le futur gestionnaire qui peut être le CN ou la CDC. Voilà. Mais il n'y a peut-être pas beaucoup d'échanges avec les autres bureaux d'études pour justement mutualiser ce qui se fait en termes de compensation. Pas forcément. Ok. Un travail de plus pour la CREFCO. Non, mais c'est très bien justement que la CREFCO revienne et qu'on puisse échanger le côté retour d'expérience aussi. Sur des GT. Parce que, ah oui, c'est aussi quelque chose qui a été dit tout à l'heure en disant que l'ensemble des mesures, je ne sais plus lequel de vous deux avait dit ça, des mesures compensatoires qui avaient été faites, finalement, c'est sur des milieux assez classiques où il y a peu de choses assez originales. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de mesures, et notamment compensatoires, mais de manière générale, en termes de mesures comme ça, réduction, compensation, c'est difficile de proposer des choses un peu originales parce qu'on va nous dire que c'est expérimental, il n'y a pas assez de résultats, donc les services de l'État diront faire non. Des tests. Ou alors, effectivement, si c'est dans des milieux qui sont peut-être de moins grand intérêt, y faire de la compensation écologique, c'est pas forcément justifié parce que d'un point de vue écologique, on n'a pas forcément d'ores et déjà des espèces, des milieux d'intérêt. Donc en termes de résultats, c'est aussi difficile. Donc c'est vrai que le côté que ce soit toujours un peu les mêmes milieux déjà d'intérêt qui soient utilisés pour la compensation, c'est pas si étonnant que ça, parce qu'on a encore des limites sur le fait de trouver des secteurs autres, un peu originaux, j'ai envie de dire. Oui. Ça, c'est quand même, ça devient, c'est un point limitant. Ouais. Super, merci. Du coup, je vais enchaîner avec la team du Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie, puisque vous êtes venus à deux. Peut-être je vais laisser la parole à Mélodie. Oui, si vous pouvez vous présenter, du coup, on a un enchaînement qui se fait puisque chacun porte le suivant de votre rôle du conservatoire, vous, dans cette séquence, et qu'est-ce que comment ça se chiffre peut-être chez vous aussi Oui, déjà merci de nous accueillir. Donc nous, on est en duo avec Fabien Lépine, on représente chacun un côté de cette grande région, du coup. Nous, au CEN, une présentation rapide du CEN pour mieux comprendre aussi les missions. Donc, on est association loi 1901 de protection de la nature. On bénéficie d'un double agrément État-région. On est reconnu d'intérêt général, du coup. On a nos actions qui sont cadrées du coup par un plan d'action quinquennal et qui s'inscrivent dans 5 fondements qui sont portés par tous les conservatoires d'espaces naturels, qui sont connaître, protéger, gérer, valoriser et accompagner. Donc la connaissance et l'acquisition de connaissances par l'expertise, mais aussi le milieu de la recherche. La protection, ça va être de la maîtrise foncière ou d'usage. Donc la séquence ERC s'inscrit aussi là-dessus, forcément. La gestion, donc on a des techniciens de gestion. On peut faire des travaux de gestion en régie ou avec les partenaires, via des conventions aussi. La valorisation, c'est tout ce qui va être valorisation des connaissances acquises sur le gros volet connaissances, la sensibilisation du grand public, de la formation initiale et continue. Et enfin, le volet accompagnement, donc c'est l'accompagnement des politiques publiques pour une meilleure prise en compte de la biodiversité. Donc tout ça, en fait, ça rentre dans cette grande séquence ERC. Et nous, au CEN, on a en fait la séquence ERC qui représente, pour donner un peu de chiffres, qui représente actuellement 40% de nos produits. Donc ça peut paraître un gros chiffre, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une activité croissante ces dernières années et le pourcentage de cette activité liée aux mesures compensatoires, à la séquence ERC, est resté stable, malgré l'activité croissante qu'on a connue les dernières années, avec, par exemple, pour avoir une visualisation plus en termes surfaciques, on est impliqué sur environ 80 arrêtés préfectoraux qui concernent 4500 hectares qu'on a en gestion sur les mesures compensatoires, donc qui sont vraiment liés aux mesures compensatoires, pour plus de 30 000 hectares en gestion au CEN. Donc on a une forte activité liée à la séquence ERC, mais qui ne se fait pas par contre au détriment des missions des conservatoires au niveau de la conservation, comme on sait le faire depuis tout le temps. Du coup, à quel moment vous arrivez sur cette séquence? Vous n'arrivez que sur la part compensatoire? Vous arrivez à d'autres moments auprès du maître d'ouvrage? Alors, justement, comment on s'implique dans cette séquence ERC? Il
y a 3 manières. On va dire, je vais commencer d'un point de vue déjà qualitatif. C'est-à-dire que les conservatoires ont un projet associatif. Ce projet associatif, il répond aussi à des valeurs, qui sont les valeurs du conservatoire. Et du coup, déjà, la clé d'entrée, c'est à travers le projet pour lequel on va être sollicité, est-ce que ce projet et les partenariats qui vont en découler, est-ce qu'on partage bien les mêmes valeurs? Et donc, de quelles valeurs il s'agit? Il s'agit, par exemple, pour nous, très important, de reconnaître la biodiversité comme un commun. Un commun tel que l'a défini Elinor Ostrom, c'est-à-dire qu'on est sur un objet qui est bien particulier. Voilà. On n'est pas sur un objet marchand, classique, etc. On est sur un objet qui est un bien commun et du coup, c'est important que ça se traduise dans ce projet de RC. Ensuite, les valeurs qui sont celles de la loi aussi, mais auxquelles on adhère complètement, qui est l'obligation de résultat. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'est-ce que ça veut dire une obligation de résultat? Et donc, ça veut dire que derrière, on est sur des ambitions qui sont fortes, parce que cette obligation de résultat, c'est facile sur le papier, mais dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Troisième chose, c'est la maîtrise foncière. Une maîtrise foncière pérenne et durable. Pour que, quand on parle de biodiversité, on parle d'un temps long. Qui nous dépasse à l'échelle de nos vies. Et donc, de quels moyens on se donne, y compris à travers la maîtrise foncière, pour garantir que les résultats que vont produire ces mesures compensatoires seront pérennes dans le temps. Et enfin, quelle modalité de gestion? Pareil, est-ce qu'on est sur une approche de la gestion durable et pérenne, ou on est, donc nous, ce qu'on appelle une gestion intégrée et inclusive, voilà, où on est sur une gestion très technico-centrée, avec beaucoup de la technicité, de la mécanicité, etc., mais qui peut poser des questions en termes de durabilité par rapport à la gestion de ces espaces. Donc ça, c'est la première clé d'entrée. Ensuite, comment on intervient sur les projets? Aujourd'hui, on a 2 cas. On intervient sur la séquence ERC à travers des projets, donc c'est l'entrée projet, où finalement, on commence par ce que l'on ne fait pas. Donc, ce que ne fait pas un conservatoire, c'est qu'il ne qualifie et il ne quantifie pas l'impact. Voilà. On ne sait pas faire de dossier d'études réglementaires, ce n'est pas notre travail. Et donc, voilà, on ne fait pas ça. Par contre, une fois qu'on a un projet et un maître d'ouvrage qui a qualifié et quantifié ses impacts, là, on souhaite intervenir dès ce stade-là. Et ça, c'est le fruit de notre retour d'expérience, à la fois pour identifier le foncier qui sera support de ces mesures compensatoires, pour trouver un foncier qui correspondra bien aux objectifs attendus, et également pour se donner les garanties que dans la proposition des mesures qui vont être faites, on est bien sur justement des mesures durables et pérennes. Alors du coup, ça a beaucoup évolué au cours de ces dernières années. Ce constat, il est arrivé les premières expériences. On arrivait post-arrêté, avec des arrêtés qui étaient très prescriptifs, avec des choses qui, dans les faits, s'avéraient inapplicables. Donc voilà, donc finalement, on passait notre temps à déconstruire les arrêtés, à ressolliciter les services de l'État pour faire des arrêtés modificatifs. Tout le monde perdait du temps et c'était inopérant. Donc maintenant, on intervient en amont des arrêtés. Évolution positive. Donc c'est une évolution positive et après finalement le projet, notamment le partenariat qu'on va créer, il va introduire une clause résolutoire qui va être bien entendu l'obtention de l'autorisation environnementale, mais ça nous permet d'intervenir de plus en plus en amont. Deuxième mode d'intervention, c'est à l'échelle de la planification. On a beaucoup parlé de la planification, ça y est, ça démarre, ça commence. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des collectivités territoriales en charge de la planification pour que cette séquence ERC soit pensée dès la planification. Donc planification PLUI, SCOT. Quelques exemples, on travaille notamment là-dessus avec cette Aglopole Méditerranée qui aujourd'hui est en train de réfléchir à une vraie stratégie biodiversité adossée justement à son document d'urbanisme, également avec la métropole de Montpellier, justement pour dire, on a un document d'urbanisme prescriptif à l'horizon 2040 qui donne à voir comment la ville va évoluer à horizon 20 ans, comment finalement on décline et on anticipe cette séquence ERC à l'aube de ce SCOT. Donc ça avance et ça permet finalement justement d'arrêter dans une logique purement projet où, on le sait tous, un maître d'ouvrage de projet, il doit faire face à des injonctions contradictoires, ça a très bien été dit, c'est d'aller vite et voilà. Donc voilà comment on s'implique. Et du coup, moi j'ai une dernière question qui est plus sur le bilan que vous tirez justement de toutes ces années de capitalisation, du coup d'accompagnement.
peut-être si vous avez des éléments, voilà, des éléments positifs, vous en avez déjà donné un, des choses qui vous semblent encore des trous dans la raquette, comme disait Simon, qu'il va falloir combler. Alors, si on fait un peu le retour d'expérience de justement notre implication sur la compensation, là je vais me centrer sur les 10 dernières années, mais en fait on pourrait en vérité parler de 30 ans, puisque la première c'était le TGV Paris-Marseille avec un site dans la vallée du Rhône, où la première fois où on a un peu expérimenté ces choses-là. Moi j'ai noté 8 points qui me semblent importants de soulever dans le retour d'expérience. C'est court, hein ? Faire court, mais rapide, parce qu'à un moment donné... Donc le premier, c'est l'évaluation scientifique. Ça a déjà été dit. Aujourd'hui, on ne sait pas bien évaluer cette obligation de résultat. Quel indicateur, quel protocole? Quand vous devez compenser pour une espèce d'oiseau migrateur, vous regardez l'état de votre population, vous, sauf que vous ne maîtrisez pas l'autre partie du cycle, vous ne savez pas ce qui se passe en hiver Sud-Sahara, et donc en fait, vous ne savez pas ce que vous regardez, quoi, parce qu'il manque toute une partie du cycle. Donc on a fait un travail aujourd'hui d'harmonisation des protocoles. On a mis en place un protocole orthoptère qu'on essaie de standardiser sur l'ensemble des sites, ce qui nous permet de faire une évaluation à l'échelle du site, mais aussi intersite, et d'avoir un jeu de données qui, biostatistiquement, est un peu plus parlant. On commence aussi à avoir des premiers résultats. Aujourd'hui, on a quelques thèses CIFRE en cours, et notamment, on a une thèse qui vise à évaluer les résultats de la compensation d'un gros projet qui a été le CNM, le contournement Nîmes-Montpellier. Et les premiers résultats sont assez intéressants. Ce dont on se rend compte, c'est que finalement, la compensation, elle marche bien, donc notamment pour l'Outarde-Cannes-Petière. On a quasiment 100% d'occupation des sites compensatoires par l'Outarde, avec de la reproduction. Par contre, quand on essaye de comparer et d'essayer d'évaluer ce qu'on appelle le gain net, on est obligé de regarder par rapport à l'état de la population. On se rend compte que finalement, la population, elle stagne, voire même elle régresse, parce que on a observé une modification éthologique des comportements des oiseaux à l'échelle des costières liée à la mise en service de la ligne. C'est-à-dire que de par le fait des nuisances sonores générées par la ligne, etc., on a finalement toute une bande qui est inoccupée par les oiseaux, quand bien même les habitats sont favorables, parce que finalement la nuisance sonore est telle que... Et ça, ça ne correspond pas du tout à ce qui avait été pris en compte en amont dans l'étude d'impact. Et du coup, on se retrouve avec une population qui aujourd'hui, quand bien même elle trouverait des habitats favorables, elle ne peut pas augmenter parce qu'à l'échelle de toute la biogéorégion, on a atteint le plateau. La population est à son max et derrière, du coup, ça entraîne des phénomènes de compétition interspécifique, etc., etc. Donc voilà, donc ça pose un certain nombre de débats. Je fais rapidement une parenthèse, mais par rapport aux 3 conditions d'octroi d'une dérogation qui est le maintien d'un conscience favorable. Voilà, c'est posé question. Maintenant, c'est 8 points. Un deuxième volet qui est le volet territorial. Aujourd'hui, le retour d'expérience, c'est que systématiquement, ce volet territorial, il est sous-évalué. Sauf que certes, un projet de compensation, une séquence ERC, c'est très administratif, technique, mais in fine, c'est un projet de territoire. Et c'est un projet de territoire sur le temps long. Et du coup, le quotidien, c'est quoi ? C'est gérer du voisinage, c'est gérer des usages, c'est gérer des citoyens qui fréquentent ces espaces-là, etc. Et comment, finalement, on intègre ça dans la mesure en tant que telle, parce que c'est la réalité. Des chiens qui se promènent, les citoyens sont partout, monsieur des chats qui divaguent et qui consomment des lézards osselets. Enfin, concrètement, c'est ça, le quotidien. Et donc, comment on intègre cette dimension territoriale, et c'est souvent sous-évalué. En lien avec ça, quand à l'inverse, on anticipe ce volet territorial, un côté positif, c'est qu'on peut penser des mesures compensatoires qui répondent aux aspirations territoriales locales. Je pense notamment en termes de développement agricole. Pour nous, c'était très important, et je l'ai dit tout à l'heure, de penser des mesures de gestion intégrées et inclusives. Aujourd'hui, sur les 4500 hectares de surface engagée, 90% sont occupés par l'agriculture. C'est-à-dire qu'on construit derrière des modes de gestion avec les exploitants agricoles, c'est 180 exploitants. Et donc, du coup, ces mesures compensatoires, c'est aussi des supports d'activité économique, des supports de production vivrier, etc. Alors oui, il y a des cahiers des charges, c'est pas toute forme d'agriculture, on est sur des modes d'exploitation agroécologique, mais c'est possible. Et du coup, c'est pas que les mesures compensatoires qui sont une contrainte, c'est aussi les supports d'autres choses. Ça peut être aussi des projets citoyens, de cadre de vie. Comment finalement on modifie les usages en associant les citoyens pour qu'ils s'approprient ces espaces-là et qu'ils changent de regard sur ces espaces-là pour amener une fréquentation de ces espaces-là beaucoup plus qualitative et que ça réponde aussi à des aspirations citoyennes. 4e point, le foncier. Très important.
enfin je l'aurais dit, hein, mais la maîtrise foncière forte seule est garante du respect de l'intégrité des sites. Au début d'un projet de mesure compensatoire, il y a beaucoup de monde autour de la table, et puis au bout de 5 ans, il y a de moins en moins de monde, au bout de 10 ans, il n'y a plus grand monde. Et puis alors, du coup, la seule chose qui permet de garantir l'intégrité des sites, eh ben, c'est le droit de la propriété, parce que vous avez un gestionnaire de réseau qui veut passer et qui fait valoir une servitude, et ben, du coup, il est obligé de passer par un accord du propriétaire, et là, on se rend compte que la ligne projetée, elle va passer en plein milieu du site de mesure compensatoire. Sinon, l'information, elle remonte pas toujours. Donc la maîtrise foncière à travers des transferts de droits réels sur le foncier, c'est vraiment important. 5 choses, c'est l'anticipation. 5e, c'est anticipation foncière. Je vais vite, hein, mais c'est vraiment, il me semble important parce que ça répond à où là, il me semble-t-il, on en a parlé un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, la compensation à la demande, la compensation à l'offre. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une 3e voie qui est possible, qu'on appelle la compensation à la demande anticipée et mutualisée. Voilà, avec des véritables stratégies foncières, des schémas d'intervention foncière qui sont portés par des acteurs légitimes, hein, donc notamment souvent les EPCI, si elles ont en plus fait ce travail en amont à l'échelle de la planification, qui permet d'anticiper la question foncière sans pour autant anticiper la restauration. Et donc on n'est pas tout à fait dans la logique des sites naturels de compensation, mais on a bien quand même une anticipation de cette question-là qui reste bien souvent le point bloquant. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a plus de 10 expériences dans ce sens, hein, où on a réussi à mutualiser 3, 4, 5 projets de mesures compensatoires, les uns à côté des autres, sans y ayant recours au SNC. Donc c'est possible, et voilà. Mais ça demande d'avoir des vraies stratégies foncières d'anticipation. 6e point, et ça va assez vite, c'est que globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on joue tous aux apprentis sorciers. Voilà. Globalement, notre tour d'expérience, c'est que finalement, on travaille sur un objet qu'on ne maîtrise pas. On travaille sur certaines espèces, on ne sait même pas concrètement quel est leur régime alimentaire. On veut travailler sur restaurer des écosystèmes, on commence à apprendre à comprendre les interactions entre des plantes et des champignons dans le sol. Donc globalement, il faut être quand même très humble et rappeler que la meilleure compensation, c'est celle qui n'existe pas. Détruire ça, on sait bien faire, on maîtrise bien. Réparer, compenser la nature, scientifiquement, on a encore des gros problèmes. Et donc, on a besoin de faire de la recherche fondamentale, travailler pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes, etc. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà. Et dernier point, j'étais un peu... Enfin voilà, il faut quand même le noter, même si ça a déjà été dit, mais du coup, c'est aussi nous, notre quotidien. Alors, attendez, non, un dernier point que j'avais très important, c'était, du coup, pour faire tout ça, enfin, je l'insiste vraiment, c'est une bonne mesure compensatoire, enfin, la bonne application de la séquence ERC, c'est de l'interdisciplinarité, et ça, c'est aussi très, très important. Ça veut dire qu'on travaille tous ensemble. On travaille avec le monde agricole, avec la SAFER, avec l'ensemble des acteurs, avec les associations naturistes locales. Donc oui, ça ramène de la complexité, mais c'est le seul moyen de pouvoir aborder la réalité de du partage. Voilà, exactement. Et le dernier point, c'est qu'on a besoin d'un État fort, hein, ça a déjà été dit. Hein, aujourd'hui, on a, oui, des agents compétents, motivés, etc., mais clairement qui ne sont pas assez nombreux. Et nous, aujourd'hui, au quotidien, ça pèse, hein, parce que on manque d'échanges, on manque justement de partage, parce que on a des services de l'État qui font ce qu'ils peuvent, mais qui font avec les moyens qu'ils ont et qui sont insuffisants au regard des objectifs et des enjeux affichés à cette séquence ERC. Voilà. Et si je peux rebondir juste, je confirme exactement ce que dit Fabien à l'instant. Nous, en tant que bureau d'études aussi, on a besoin aussi d'être accompagnés dans les instructions. Augmenter les effectifs. Avec l'État, voilà. Je vais prendre quelques questions avec la salle. On va en prendre 2. Voilà. Vous vous présentez, toujours la même consigne, qu'on puisse... Laurent Cheyer, directeur de l'écologie à l'Adréal, donc j'ai les oreilles qui sifflent, bien entendu. Non, moi je voudrais juste, au regard de cette table ronde, et je vais être très concis, Émilie, poser deux, trois petites choses. Premièrement, j'ai l'impression qu'on partage tous le même constat. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, on fait quoi maintenant ? Et donc la CRERCO, elle a comme objectif de proposer des choses. Alors sur l'évitement, je proposerai directement un programme de sensibilisation des décideurs, les élus, les maîtres d'ouvrage, quels qu'ils soient, etc. Mais ce n'est pas juste une petite après-midi comme on a pu l'organiser en novembre, dans le cadre de la feuille de route que l'Adréal a d'accompagnement des porteurs de projets, où on a fait un one-shot au regard de ce qu'impose, de ce qu'ont indiqué les ministères. C'est un programme ambitieux de sensibilisation de 3 heures
avec plusieurs fois dans l'année ces programmes, parce que les décideurs, ils changent, les élus changent, les directeurs des porteurs de projets changent. Donc il faut, sur le temps long, plusieurs années, 3-4 séquences dans l'année, avec un programme de sensibilisation-formation. Évidemment, ce n'est pas nous qui allons le faire. On va trouver des prestataires sur la base d'un cahier des charges, mais je trouve que ça, ce serait bien pour sensibiliser à la fois sur l'enjeu pour l'espèce humaine et à la fois sur comment prendre en compte très en amont des projets la séquence ERC et les espèces protégées. Et en résumé, c'est, messieurs les décideurs, vous avez une idée avant... Oh oui, tu as raison Agnès. Mesdames et messieurs les décideurs, vous avez une idée avant qu'elle ne devienne un projet. Essayez de prendre en compte la séquence éviter, réduire, compenser. Deuxième idée, sur la séquence éviter et réduire, sur la séquence réduire et compenser. Là, moi, j'ai envie de jeter une piste sur la qualité des dossiers. Il faut que les dossiers qui arrivent dans mon service soient de grande qualité. Pourquoi ? Parce que ça va faire des économies de temps, vous l'avez indiqué. Il arrive qu'on revienne avec des questions, des demandes de compléments, etc. Le bon dossier n'appelle pas de compléments. Donc, on gagne du temps. Et surtout, on gagne de l'argent. Donc, tout le monde s'y retrouve. Et pour ça, suggestion, la qualité de ce que produisent les bureaux d'études. Parce que le décideur et le maître d'ouvrage, il n'y connaît rien. La biodiversité, on l'a dit, c'est hyper compliqué, quoi. Donc, la qualité de ce que produisent les bureaux d'études. Mais de ce qu'ils produisent au regard de la compétence des bureaux d'études, mais aussi de la pression exercée sur les bureaux d'études par les commanditaires. Et aussi, qu'est-ce qu'on demande dans le cahier des charges des appels d'offres, quand il y a un commanditaire qui va avoir besoin d'un bureau d'études, il fait un appel d'offres. Il le fait sur la base d'un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il pourrait y avoir bureau d'études agréé, ou avec un signe de qualité. Alors je sais que la profession s'est emparée de ça et que vous avez mis vous-même en place un certain nombre de choses pour indiquer que vous respectez une charte, un cahier des charges, un état d'esprit, etc. Donc ça, c'est une réflexion que je mets en place parce que je pense que ce serait une garantie de qualité des dossiers, donc gain de temps et gain d'argent. Et après, j'avais une autre suggestion aussi, c'est le contrôle, c'est la pédagogie. Donc j'en reviens à ce qu'indiquait Hervé Blum. Pour moi, il faut qu'il y ait plus de contrôle. Donc on s'y attache, on va l'organiser, mais pas un contrôle de répression où on veut absolument mettre du PV ou des suites administratives. Non, un accompagnement après le projet. Et un troisième petite chose, on dit CRERCO, éviter, réduire, compenser. Moi, j'aurais peut-être une suggestion. On pourrait aussi élargir, même si on a déjà beaucoup de choses à faire, sur restauration. Parce qu'il n'y a pas que ce qu'on évite, on pourrait aussi restaurer. Juste pour rebondir très vite, pardon. Il faut que je me souvienne. Donc, oui, sur la qualité des études faites par les bureaux d'études, je pense qu'aussi qu'il ne faut pas oublier, mais c'est plutôt pour les porteurs de projets, ne pas oublier que justement, pour avoir des études de qualité, ça a un certain coût aussi, et pas non plus de trop de pression de temps, etc. Vous l'avez dit, il y a le côté, on a un temps, un délai donné pour faire les études. Malheureusement, parfois, ça met du temps pour trouver de la compensation, du foncier disponible avec des milieux qui sont favorables à la biodiversité. Justifier le projet aussi, n'oublions pas, il y a le sujet de la justification du projet. Donc voilà, je ne vais pas plus loin dessus. Et aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que depuis maintenant environ peut-être 1 an ou 2 ans, l'OFB se met à faire des contrôles justement de la compensation, ce qui n'existait pas avant. En tout cas, il me semble que la compensation était très peu contrôlée. Moi, on l'a vu, nous, en tout cas en interne, que maintenant ça commence à se mettre en place. Donc effectivement, je pense que c'est bien, sans le côté non plus police, répressif, mais accompagnement. Répressif, mais en tout cas vérifier que les choses sont faites ou bien rappeler que oui, il faut les faire parce qu'il y a une obligation de résultat. Voilà. Alors, Monsieur Catonnet... Oui, moi, je voudrais témoigner puisque nous avons été contrôlés. Ah. Dites-nous tout. Ouais. Parce que ça s'est bien passé. Oui, enfin ça s'est bien passé. Honnêtement, il y a eu des écarts qui ont été constatés, mais je peux vous dire que ça a été très pédagogique. Super. C'est-à-dire que moi, j'utilise ça en effet de levier. C'est-à-dire que les collaborateurs qui voient arriver un agent de l'OFB en armes, en uniforme,
Personne savait que ça existait. Non, mais ils sont là. Non, mais voilà. Et donc, c'est-à-dire que quand le directeur général dit les mesures de compensation, là, vous pistez les entreprises sur place, on respecte les plateaux racinaires des arbres. Enfin, il faut expliquer cette pédagogie. On a une responsabilité quand même qui est importante. C'est-à-dire qu'on doit expliquer à tous les intervenants qui viennent sur un site qu'il y a des prescriptions observées. Donc le conducteur d'engin, on doit lui expliquer, tu vas faire le détour, tu vas pas passer par là parce que là, il faut protéger. Le gars, il comprend pas, quoi. Donc c'est un changement de culture, de paradigme qu'il faut progressivement installer. Donc c'est important de montrer que derrière, il y a un peu la police parce que ça, je veux dire, ça argumente aussi le sujet. Donc, mais c'est une mutation qu'on peut pas faire du jour au lendemain parce que les entreprises, elles intègrent pas ça dans leur prix au départ. Nous, on annexe les arrêtés dans tous nos actes de vente, dans les marchés qu'on passe. Mais je suis pas sûr que tout le monde les lise. Faut être honnête. Donc les réunions de lancement de chantier, on réexplique. Maintenant, on prend des personnes qui suivent qui sont sur le terrain et qui font pour nous la propre police pour respecter que les dispositions sont mises en œuvre. Enfin, ça va jusque-là. Deuxième élément, c'est comment les mesures sont assurées dans le temps, les mesures de compensation. Nous, il y a des arrêtés où on est on est titulaire, on est cité dans les engagements, mais nous, on ne fait que passer aménageur. C'est-à-dire que se pose la question de la continuité et du transfert. Deuxième question, on intervient dans des périmètres, et demain, ça sera de plus en plus le cas, où on n'achète pas tous les terrains. Tout ne passe pas entre nos mains. Quid de l'obligation à Madame Michu qui a sa parcelle et qui va, le jour où elle va décider qu'elle va bétonner tout son gazon parce que c'est plus facile à entretenir. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai aucun moyen pour peser sur elle. Aucun. Et pourtant, je crains d'être responsable. On a consulté des avocats. Oh là, alors les réponses des avocats là-dessus, très, très partagées. Il n'y a pas une doctrine vraiment bien stabilisée. La jurisprudence évolue. Donc on a aussi beaucoup de mal à être à la page. Et encore, on est un aménageur d'une certaine taille, mais je me mets à la place de mes collègues qui sont plus petits, qui ont un seul projet à gérer. C'est globalement comment on est aussi alerte sur toutes ces évolutions de réglementation et de déclinaison. Donc on a un gros travail de pédagogie à faire. Moi, je pense que en tant qu'aménageur, pour notre profession, on a besoin d'avoir une vigie qui nous alimente là-dessus. Voilà. Merci. Donc je voulais dire quand même que l'État n'était pas si faible que ça. Alors, au vu de l'heure, je vais prendre deux... Ouais, avant les petites questions, juste un petit... Court, Monsieur Blum. Ça marche pas? Si. Mais court. Pour rebondir sur les propos de Laurent, je suis tout à fait d'accord sur le fait que la sensibilisation des élus, la formation des élus, des décideurs, des élus en premier, c'est fondamental. Et rappelez que l'État lance une grande opération de sensibilisation de 30 000 élus d'ici la fin de l'année. Il y a pour le moment 3 départements tests au mois de juin de cette opération de sensibilisation. En Occitanie, c'est l'Aude. Donc on teste ça au mois de juin et donc il y aura cette grande phase où en effet il faudra qu'on soit mobilisé. Bon, je sais que l'ADEME est aussi mobilisée puisque c'est évidemment pas que sur le sujet de la biodiversité mais également sur le changement climatique. Merci. Alors, je sais que l'exercice est frustrant, mais au vu du temps, si vous voulez avoir du temps pour partager aussi pendant le repas, on va prendre une dernière question. N'hésitez pas après à continuer les échanges. Oui, Jean Molina, je suis du CSRPN. Alors, excusez-moi pour les sigles, parce qu'on en a beaucoup vu fuser, là. Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. On a démarré le constat par ERC, c'est très difficile et ça se met mal en place, c'est plutôt négatif. On se rend compte que c'est dur à mettre en place au vu de ce que nous a dit Monsieur Patoquet, excusez-moi. Catonnet, excusez-moi. On se rend compte que ERC est dur à mettre en place parce que le territoire d'action, il est espèce protégée, réglementaire, zones humides, et pour le reste, on a vu l'agriculture, on ne sait pas très bien comment faire, les sols, on verra ça plus tard. J'ai l'impression qu'on a deux grandes données qui ont été évoquées, le temps et l'échelle territoriale. Et les projets vont s'inscrire dans ces domaines-là. Le temps, quand je suis un aménageur, je fais le TGV
j'ai 30 ans d'études ou 20 ans d'études, ça met un temps pas possible, donc j'ai le temps d'emmagasiner toutes les études et pouvoir un peu orienter mon projet. Quand j'ai de l'espace, je suis nomade, je suis un entrepreneur nomade, je fais du photovoltaïque, que je le fasse là ou là, en fonction des risques, je peux me déplacer. Donc j'ai les moyens de ne pas être contraint. Quand je suis dans votre cas, effectivement, c'est très difficile de faire une zone urbaine toulousaine au milieu du Quercy. Donc là, je suis complètement contraint. Donc une des solutions qu'il faudrait envisager, c'est aussi, et on l'a dit, sur la formation des élus, mais c'est sur la prise de risque des élus. Et pour savoir quelle est la prise de risque des élus, il faut qu'on ait l'apport d'information. Alors l'apport d'information, c'est l'État qui le prend en charge à travers le SINP, Système d'information nature et paysage. Mais il y a peut-être besoin, et Fabien en a parlé dans les rapports avec les agglos, à ce que les agglos, elles aussi, fassent dans leur planification tout l'apport de connaissances, pas uniquement sur les espèces protégées, mais sur toutes les espèces et sur tous les groupes faunistiques, et éventuellement sur des éléments qui sont de l'écologie fonctionnelle, à savoir les sols et compagnie, pour qu'il y ait une vraie décision prise par l'élu, qui ne soit pas simplement une décision électoraliste, je vais vous développer, je vais récupérer de l'argent, je vais faire ci, je vais faire ça, mais je prends le moins de risques possible. Et je crois qu'il y a vraiment un schéma, donc il faudra qu'on y travaille, qui est sur la planification, sur l'apport d'informations pour qu'on puisse prendre des décisions sans trop de risques. On en aura toujours quelques risques, mais ils seront minimisés. Oui, je crois que la notion de planification est revenue. Alors, je vais clôturer cette table ronde pour qu'on tienne les timings. Donc, je vais remercier nos intervenants. Merci encore. N'hésitez pas à échanger avec eux sur la pause méridienne. Merci beaucoup.